Bonjour mes lève-tôt, bienvenue chez vous sur votre matinale préférée. Et oui, ici c'est le rendez-vous de l'actualité et de l'information. On va dire tout simplement le rendez-vous du savoir et on vous accompagne tous les matins quand il sonne 7 heures. Toute l'équipe est déjà prête pour partager ces instants, on va dire, conviviaux et ces instants intenses à vos côtés. Bien entendu, passant ma chère Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez la responsabilité de nous présenter les infos ce matin, n'est-ce pas? Absolument, et ce sera avec grand plaisir. Au menu ce matin, au menu ce jeudi 20 février 2025, eh bien, on découvre ensemble, chers amis téléspectateurs, le GPS 100% béninois inventé par un jeune béninois. Désormais, on ne partagera plus la localisation Google Maps. On va désormais partager notre localisation, la localisation GPS locale. De quoi tout cela retourne, on en parle avec son créateur, Hamid Petré. Il est notre invité ce matin. Restez avec nous, nous le recevrons, on va dire, un peu après 8h30. Au menu ce matin également de nouvelles technologies, nous allons découvrir les toutes nouvelles sorties. Alors, on va faire un exercice, chers amis téléspectateurs. Imaginez une cuillère qui vous permet tout simplement d'imiter le goût salé alors que vous ne mangez pas salé. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Imaginez encore une fois un aspirateur qui vous permet de faire du rangement sans gros effort. Et oui, je sais que le rangement, on est assez nombreux à ne pas vraiment aimer cette corvée, n'est-ce pas, qui nous prend beaucoup de temps. Alors imaginez un aspirateur qui vous permet tout simplement d'éviter cette corvée. On va en parler aujourd'hui également dans Infotech. Prenez le rendez-vous et le débat sera évidemment au rendez-vous ce matin. On va parler de justice sociale puisque nous sommes le 20 février 2025 et aujourd'hui c'est la journée internationale de la justice sociale. On va en parler avec quelques acteurs clés. Nous aurons un acteur de la société civile également. Nous aurons un syndicaliste sur ce plateau et nous allons essayer de nous poser quelques questions. Justice sociale, comment la faire avancer? On en parle à 8h sur l'instant débat et bien évidemment, vous le savez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question suivante. Pensez-vous que le Bénin a fait des progrès vers l'égalité des genres? Quels sont les points positifs et que reste-t-il à faire? C'est la question du jour. Je la reprends rapidement. Pensez-vous que le Bénin a fait des progrès vers l'égalité des genres? Quels sont les points positifs et que reste-t-il à faire? Je compte sur vous pour envahir notre messagerie Facebook, WhatsApp, également Twitter. On va se retrouver sur le forum de discussion avec Nadège Sani qui va relayer vos différents avis. Pour l'instant, c'est l'heure de l'info et c'est avec Christelle Tongodo. On y va tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Le 19 février 1990 s'ouvrait la conférence nationale qui a refondé les bases démocratiques du Bénin. L'expérience béninoise a irradié le continent africain. Retour 35 ans après sur les enjeux par la voix de deux acteurs clés. Écoutons le président du comité d'organisation, Maître Robert Dossou et Feu Mathieu Kérékou. Nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Oui. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Mais quel que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à sa
l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette nouvelle vision est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animée d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Et puis, rien ne garantissait aux assises de la conférence nationale qu'elles aillent à terme. L'une des clés du succès réside dans la décision d'un relais médiatique en direct des travaux. Conférence nationale du Bénin, rôle crucial des médias, du service public, notamment quelques témoins de la profession de l'époque en parlent sur une proposition de Ariane Da Silva. Il n'y avait qu'une seule radio. La conjoncture politique de la période l'expliquait. La voix de la révolution, c'était son nom, la station nationale. Et puis il y avait la télévision. Du côté de la presse écrite, il y avait Ewouzou. Mais avant Ewouzou, il faut dire que il existait un journal qui continue de paraître jusqu'au moment où je vous parle. La Croix du Bénin, qui est né en 1946. Nous avons vu venir le journal La Gazette du Golfe. Ce journal qui est apparu dans le paysage médiatique et a commencé à traiter de sujets assez sensibles, assez délicats. Il y a eu aussi quelques mois après Tam Tam Express. Ce journal a été créé par Denis Rodon. Donc ces deux journaux auxquels je peux me permettre d'ajouter Bienvenue au Bénin, Écho d'Afrique. La conférence nationale a été un moment de renaissance de la presse dans ce pays. La radio émettait de 6 h du matin et on finissait à 1h, 1h30. C'est ça qui a permis à tous les Béninois des villes ou des campagnes de suivre minute après minute ce qui se passait au Pelem Alédio. Puisque nous émettions non seulement en français mais également dans les 18 langues nationales. Pendant 10 jours, il fallait venir tous les matins chercher l'élément qui était d'actualité dans la salle. Il y avait des thèmes qui venaient, puis selon l'ordre du jour, et nous allions couvrir donc ce factuel-là. Mais nous prenions à côté des personnalités qui avaient un besoin pressant de parler. Je me rappelle que nous avons surtout été très utiles au moment où on devait penser aux Béninois de la diaspora. Parce qu'ils ont pensé que nous, en tant que journalistes, on devait avoir des informations. Surtout les cadres qui étaient dans les organismes internationaux, qui étaient partis travailler par rapport aux informations que nous avons, pour qu'eux, ils n'oublient pas. Nous, pour bien identifier les sensibilités. Les médias étaient aussi des acteurs de la conférence.
À présent, à la transformation agro-industrielle au Bénin, une nouvelle ère ouverte au Bénin par le levier d'une zone spéciale, la GDZ. Longtemps exporté brut, le coton béninois est transformé sur place et des vêtements made in Bénin sont exportés des champs de coton aux usines de transformation du coton fibre aux vêtements. Laissons-nous entraîner tout simplement par William Tioki et Mohamed Bio. C'est l'heure de la récolte des fibres coton dans ce champ de Soklobo, commune de Dassazoumé. Nous sommes à plus de 200 km de Cotonou. Mathias Azonoudé, la cinquantaine que voici, est le propriétaire du champ. Il s'est fait entourer d'autres cotonculteurs pour accélérer la récolte. L'année passée, j'ai pu obtenir une production de 4 tonnes 400. Mais pour cette récolte, je ne sais pas encore exactement ce que cela va donner. Le Bénin, avec ses 13 millions d'habitants, rivalise avec le Mali pour le titre de premier producteur de l'or blanc en Afrique. 669 000 tonnes de coton devraient être produites pour la campagne 2024-2025 contre 569 000 tonnes pour son rival malien. Hier, toute la production était exportée de façon brute vers le Bangladesh et d'autres pays de l'Occident. Aujourd'hui, le tiers de la production est transformé sur place dans 3 unités intégrées de textiles de la zone économique spéciale de Glodjibé, l'autre fleuron de l'économie. Et aujourd'hui, dans cette zone, nous transformons ce coton, notamment 40 000 tonnes de coton par an, dans 3 unités intégrées de textiles, où nous passons de la fibre aux vêtements. Des équipements de pointe pour une transformation industrielle en masse de la matière première. Nous passons désormais de la fibre coton aux vêtements made in Bénin. Et donc pour transformer tout ce que nous produisons comme fibre aujourd'hui en République du Bénin, à peu près 305 000 tonnes de fibres, il nous faut une trentaine d'unités intégrées de textiles. Donc l'idée, c'est de faire ces investissements pour que dans les 5 à 6 prochaines années à venir, nous puissions avoir cette trentaine d'unités intégrées de textiles installées dans la zone pour transformer la quasi-totalité de notre production de fibres. Il y a des emplois directs et les emplois indirects. Il y a aussi les revenus que les uns et les autres pourront tirer et ce qu'ils pourront en faire. Et aussi, tant que le secteur est diversifié, et donc il va y avoir des services connexes qui vont se développer autour de ce secteur. Des services connexes, il y en a déjà qui s'installent et qui se font un nom. Dans le secteur, des opérateurs économiques bien futés, Nadia Adanle en fait partie. Elle a installé ici à Ouida son unité de transformation, couleur indigo. Des tissus coton teintés avec une gamme variée de motifs, une originalité du Bénin, fièrement arborée. Ici, on a fait le choix d'utiliser le coton déjà parce qu'on en produit et il fallait bien valoriser notre propre matière première. Et deuxièmement, l'avantage du coton par rapport à d'autres fibres, c'est déjà le confort à l'usage. Quand on porte ce coton, il est aéré, il est bon pour le corps, il est hypoallergénique, il fait travailler des personnes localement, ça entretient l'économie et il est disponible à côté. Le coton béninois, hier totalement exporté, est transformé en grande partie dans ces unités. Cette transformation crée de la devise, de l'emploi et la fierté de porter des vêtements made in Bénin.
Et on reste à la GDZ avec la descente des ministres conseillers à la GDZ. Donc, ils ont fait le tour des principales usines, à savoir des unités de fabrique de textiles, de vêtements et celles de production des carreaux. Une occasion pour s'approprier ce qui se fait sur place. Le compte rendu de Benjamin Denayon et Alessandra Jordan. Des ministres conseillers à la GDZ, une première. Ils ont eu droit à des explications détaillées sur l'historique de la zone industrielle, son plan d'aménagement, les objectifs poursuivis et le point des unités de transformation installées et celles qui s'annoncent. Avant de créer cette zone, le président de la République nous a demandé d'aller visiter un certain nombre de pays, notamment le Bangladesh, la Malaisie, Singapour, etc., pour voir comment les choses se passe là-bas, parce qu'au Bénin, ce que nous faisons désormais, c'est que nous ne copions pas les autres. Nous étudions les différents modèles et nous les adaptons à nos réalités et nous essayons de faire mieux. Majestueusement dressée sur une superficie de 1640 hectares, la zone économique de Glodjigbe s'identifie comme un grand hub industriel, lieu de création de richesses et d'emplois pour la jeunesse. La visite guidée a permis aux hôtes du jour d'apprécier l'immensité du projet. Toutefois, ils ont exprimé des préoccupations, entre autres sur la santé et la rémunération du personnel au travail, leur formation, les stratégies pour la maîtrise de l'énergie et l'impact environnemental du fonctionnement des usines. Les réponses obtenues du directeur général de la CIPI ont été plus que satisfaisantes. Lorsque je vois ce que vous avez fait avec le président Talon, je me demande le nombre de sauts d'obstacles qu'il a pu franchir pour que vous puissiez en arriver là, aujourd'hui, pour transformer nos produits sur place. Surtout le coton. Et cerise sur le gâteau, vous êtes même permis, de par la qualité de vos produits, de produire même les maillots pour la prochaine Coupe du Monde. Nous ne pouvons que vous soutenir fortement, parce que voir la GDZ sortir de terre et devenir ce que nous sommes en train de voir, franchement, félicitations. La zone économique industrielle de Glodjigbe, c'est 12 000 emplois directs créés à ce jour grâce aux unités de production déjà fonctionnelles. Un chiffre qui sera porté à 40 000 emplois créés d'ici fin 2025 grâce aux nouveaux investissements annoncés. Et les réalisations à Glodjigbe laissent admiratifs les ministres conseillers. Quelques-uns livrent leurs impressions après visite au micro de Alessandra Jordan et Benjamin Denayon. Avec des investissements stratégiques, notre pays est en train de se donner, je dirais, une souveraineté en termes d'industrie et par la même occasion de donner et de permettre à nos jeunes d'avoir de l'emploi. Le DG nous a expliqué, la GDZ a déjà offert 14 000 emplois aux jeunes. Et avec le nombre et l'accroissement rapide d'investisseurs qui s'y implantent, nous allons atteindre apparemment, ou tout au moins, les 35 000 emplois avant la fin de l'année 2025. Depuis le coton, notre coton récolté au Bénin, nous arrivons à produire aujourd'hui des serviettes, à produire des nappes. Tout élément relevant du textile, le Bénin produit aujourd'hui, et mieux, ce n'est pas seulement pour le marché béninois, nous exportons. Et nous avons vu de grandes marques américaines, de grandes marques françaises et européennes, je dirais, qui viennent commander à la GDZ tout ce que j'ai cité. Même si on compte le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. Ce qui se passe ici, c'est la main d'œuvre. Ici, j'ai retrouvé tous les Béninois. J'ai rencontré les jeunes Béninois travailler ici. C'est un bien national. Je pense que le président Patrice Talon vient de concrétiser nos rêves. Et c'est pour ça que je demande à la classe politique de se mettre ensemble pour célébrer
l'homme de vision. Je voudrais surtout demander à nos jeunes de venir constater, d'aller s'informer sur les opportunités que le gouvernement, que le président Talon a créées pour eux. Parce qu'il y a un problème de communication. Pour venir travailler à la GDZ, il suffit d'aller sur le site de la NPE, de cliquer, d'aller sur le projet Azoli et de s'inscrire. Il y a davantage d'emplois qui arrivent parce qu'il y a près d'une trentaine d'entreprises qui vont venir s'installer. Il y a des unités qui vont employer à elles seules plus de 5000 personnes. Nous avons des milliers d'emplois qui vont être créés. C'est pour nous, c'est pour les Béninois, c'est pour nos jeunes, c'est pour vous. Et je voudrais dire à nos producteurs, je voudrais les remercier. Il est important qu'on les remercie parce que grâce à leur effort, non seulement on donne de l'emploi à nos jeunes, mais on gagne davantage d'argent pour notre pays. Il faut dire que moi, j'ai visité toutes les zones développées par le groupe Eraise dans le monde. Mais ce qui se fait ici est énorme. Au Gabon, à côté, c'est uniquement la transformation du bois. C'est l'exploitation des mines. Mais ici, il y a assez d'entités. Il y a le carreau, les draps de lit, les serviettes, les couvriers. Il y en a plein. Je dirais tout simplement merci au président Patrice Talon, qui est un développeur, un homme de vision. Ici, là, je me vois, par exemple, à Boston, à New York, à Washington. Je ne vais pas dire Paris. J'ai vu le président Soglo passer ici. Je souhaiterais que le président Yahi Boni vienne également parce qu'il a visité la présidence de la République. Après cette visite guidée par le directeur général avec toute l'équipe, je ressors très satisfaite. C'est un sentiment de grande fierté qui m'anime en ce moment et d'admiration pour la mise en œuvre de cette vision de développement qui a été pensée et effective par le président Patrice Talon. C'est effectivement le renouveau économique qui est en marche et nous devons tous être fiers de cet élan qui a été imprimé par le bâtisseur, le grand bâtisseur, le président Patrice Talon. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. On va se retrouver demain pour un autre numéro de bulletin d'information. L'actualité, ça bouge. Voilà, ça va très vite. Et sans doute de nouvelles informations demain. Allez, bon matin à vous. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Patrick Diossou est avec nous ce matin. Jean Fondé. Les deux présenteront la rubrique Heure du français dans un moment. Restez avec nous. Chers amis téléspectateurs, et surtout n'oubliez pas, sur le débat du jour, on parle de la justice sociale, comment la faire avancer, comment la faire progresser, et nous avons quelques acteurs clés, n'est-ce pas, qui vont nous donner des explications, qui vont nous permettre de comprendre un peu plus ce que c'est que la justice sociale. Et vous le savez, vous pouvez répondre à la question du jour en lien, bien entendu, avec le débat. Pensez-vous que le Bénin a fait des progrès vers l'égalité des genres? Quels sont les points positifs et que reste-t-il à faire? C'est la question du jour. Je compte sur vous, chers amis téléspectateurs, pour y répondre. Comme d'habitude, soyez nombreux à partager vos opinions avec nous. On va recevoir Nadège Sani sur le forum de discussion. Elle va partager tout cela avec nous. Avant l'heure du français, il y a bien entendu la revue des titres. On l'installe. Que disent les journaux ce matin? Il faut dire qu'ils se sont intéressés donc à la question de l'audit du fichier électoral. On démarre avec le matinal qui nous apprend que près de 160 millions de francs CFA débloqués pour l'opposition. Eh bien, le gouvernement montre sa bonne foi, affiche en manchette le matinal. Alors, l'autre quotidien, cette information n'a pas échappé.
À l'autre quotidien, mise à disposition de fonds pour auditer le fichier électoral. Patrice Talon honore son engagement, c'est à lire à la page 8 de votre quotidien du jour. Eh bien, c'est la même actualité, bien entendu, l'audit du fichier électoral. On jette un coup d'œil du côté de l'emblème, déblocage de 159 millions de francs CFA pour l'audit du fichier électoral. Eh bien, un engagement pour des élections crédibles, affiche l'emblème du jour. On retrouve à présent l'informateur qui nous apprend que Talon joint l'acte à la parole. De la parole à l'acte, le chef de l'État vient de confirmer toute sa disponibilité à organiser pour 2026 des élections libres et transparentes. La mise à la disposition de certains partis de l'opposition demandeurs de la bagatelle somme de 159 d'environ, on va dire, 160 millions de francs CFA est la preuve que le chantre de la rupture agit pour la paix et la stabilité en République du Bénin. Voyons voir du côté du quotidien le palmarès. Financement public de la mission d'audit du fichier électoral. Talon prouve sa bonne foi. Le gouvernement alloue environ 160 millions de francs CFA au comité de pilotage. Et on retrouve Matin Libre qui lui aussi s'intéresse à cette actualité liée à l'audit du fichier électoral et parle de désaveu pour les partis de la mouvance. C'est à lire à la page de Matin Libre. On décroche de cette actualité liée à l'audit électoral, l'audit du fichier électoral pour nous intéresser au retour sur le processus d'aboutissement au renouveau démocratique au Bénin. Le coopérant affiche en exclusivité la lettre par laquelle le président Mathieu Kérékou a pris la décision d'abandonner le marxisme-léninisme. Voilà, c'est à lire en manchette du quotidien. Le coopérant. Bénin intelligent à présent, 11 000 logements accessibles dès jeudi. Et jeudi, c'est quand? C'est déjà aujourd'hui. Et donc, on peut acheter les logements sociaux. Les détails, comment y parvenir, comment réussir à avoir son logement. Vous aurez tous les détails dans la manchette de Bénin intelligent. Et on jette un coup d'œil sur le quotidien Le Béninois. Libéré 2026 et silence ou réaction timide sur certains sujets d'actualité. L'UPR joue-t-elle contre Joseph Djogbenou? C'est la grosse actualité en manchette du Béninois Libéré. L'événement à présent, mise en œuvre du PSIE Bénin, des résultats encourageants au bout des 4 premières années, 7130 candidats et 1668 entreprises bénéficiaires pour un investissement total d'environ 15 milliards de francs CFA. Une enquête révèle donc un impact significatif du programme. C'est à lire donc dans les colonnes de l'événement quotidien, l'événement précis. Et on termine avec l'économiste, croissance durable et inclusive. Quel développement industriel pour le Bénin? C'est une analyse du président du CIPB, Roland Ribou. Et ce sera tout pour la une des journaux ce matin. L'heure du français, c'est dans un instant une légère page publicitaire. On retrouve Patrick Diosso et Jean Fandé. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme?
renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Et c'est l'heure de la rubrique Heure du français. Patrick Yossou, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, belle tenue. Merci Jean Fandé, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je me mets dans la danse, sympathique créole. Allez, ce matin, on découvre de nouveaux mots, n'est-ce pas? De nouvelles expressions, de nouvelles pensées, oui. Oui, aujourd'hui, on ira vers le cuir chevelure. D'accord. On va parler de chauve, mais ce n'est pas seulement le cuir chevelure. On va parler d'autres mots qui ressemblent au mot chauve. Et nous allons... Il n'y a pas de chauve sur ce plateau, hein? Non, pas encore. Non, pas du tout. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que vous allez voir ça. Si l'envie me venait d'enlever ma perruque, rassurez-vous, hein? Non, il n'y a pas de chauve. C'est pas comme l'autre. Rassurez-vous. Allez, oui, Patrick? Oui. Alors, le chauve ou le chauvin, quelle est la différence? Chauve, chauvin, et puis d'autres mots qui s'allient à ces deux mots. Oui, merci Patrick, merci Rachidat. Au fait, j'ai pensé à ces termes-là en raison des échéances qui attendent notre équipe nationale dans quelques mois. Oui. Faut-il être patriote? Faut-il être chauvin? Faut-il être nationaliste, etc. Et donc, il y a des termes qui se ressemblent. Et si on ne sait pas faire, on tombe dans le piège. Ce n'est pas un grand péché, mais c'est quand même un péché. Alors, lorsqu'on parle de chauve, on sait que c'est lié à la personne humaine. Et donc, c'est cette personne-là. Et surtout, ça se passe au niveau des masculins, des hommes. Hein, c'est le départ volontaire, comme on le dit, au ciblé des cheveux, du cuir chevelu, comme tu le dis. Donc, lorsque les cheveux commencent par partir, soit au niveau du front, au niveau du crâne, donc on parle de calvitie. Et donc, quelqu'un qui a la calvitie, donc qui a perdu ses cheveux, généralement, comme je l'ai dit, au centre du crâne, donc on le qualifie de chauve. Oui. Donc c'est un chauve.
Et bizarrement, le mot chauvin ressemble à chauve. D'accord. Et on a tendance à penser que lorsqu'on parle de chauvin, donc c'est peut-être quelqu'un qui a la calvitie, c'est pas ça, ou bien d'une personne qui est, ou bien d'une femme chauvine, puisque ça existe. Donc ce n'est pas la même chose. Donc un chauvin, c'est d'abord un patriote. Dans patriote, il y a le mot patrie. Oui. Et donc le patriote, c'est quelqu'un qui aime sa patrie. Mais lorsqu'on parle de chauvin, c'est quelqu'un qui aime avec zèle, avec partialité. C'est-à-dire, il n'est plus objectif par rapport à l'amour qu'il porte pour sa patrie, et au point même parfois de tenter de devenir ce qu'on peut appeler un xénophobe. Xénos qui veut dire étranger, et phobie qui a peur ou qui déteste les étrangers. Alors donc, le chauvin, c'est quelqu'un qui aime à l'excès sa patrie, son pays. Donc c'est un nationaliste zélé. Oui, c'est du nationalisme, c'est un nationaliste violent. Violent parfois parce qu'il ne supporte pas qu'on parle mal de son pays ou bien qu'on écorne l'image de son pays. Donc le nationaliste zélé, le nationaliste qui se comporte de cette façon-là, c'est un chauvin. D'accord. Il y a une histoire que tu m'as raconté il y a quelques années, tu as peut-être oublié, au moment où on parlait vraiment des requins de l'Atlantique, des dragons de Lemay en matière de football. Mais quand les deux se rencontrent, il y a toujours cette inimitié qui naît avec, parfois, il faut trouver quand même des choses pour se moquer de l'autre. Ici, c'est à l'échelle nationale et internationale. Donc, lorsque il y a des nations, le Bénin fait partie des pays les plus xénophiles du monde, c'est-à-dire qui aiment les étrangers. Pourquoi? Parce que même quand un étranger vient ici, une équipe étrangère, quel que soit le domaine, vient jouer avec nos équipes nationales et bat à la limite de la honte notre pays, mais les Béninois ne réagissent pas. On est d'une hospitalité légendaire. Nous sommes d'une hospitalité légendaire. Mais à côté, vous vous souvenez de ces malheureuses affaires de la Libye la fois dernière, et bien d'autres exemples, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est d'autres nations qui vont jouer et le pays perd, même si ce sont des joueurs médiocres qu'on aligne sur l'aide de jeu, excusez-moi le terme, mais on se rend compte que les autres ils ne sont pas fair play et même parfois les forces de l'ordre sont complices. Et on ne fait pas le travail qu'il faut. Donc il faut... Au niveau de l'Angleterre, par exemple, c'est ça qui a poussé dans l'hooliganisme. Les hooligans. Ce sont des chauvins. Les fous du foot. Les fous du foot. Ils sont prêts à tout. Voilà, ils sont prêts à tout. Donc, un chauvin, c'est qu'on peut dire quelqu'un qui aime à l'excès son pays et qui veut le protéger de toutes les façons. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport. D'accord. Alors, donc, ça nous avons trois mots chauves. Un chauve, c'est quelqu'un qui a la devanture... La devanture. Non, c'est soit la devanture, soit le milieu, ou bien le... Dégarni, complètement dégarni. Non, complètement ou partiellement dégarni. Oui. Et je pense que quand on est homme, ça commence par apparaître, il vaut mieux se raser pour être plus élégant. Complètement. Oui, parce qu'on a l'impression parfois que c'est vieillissant. Mais la calvitie est aussi signe de prestance. Lorsque vous l'entretenez, vous êtes propre. Et même si vous avez la calvitie, on vous respecte, ça incite et excite au respect, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. D'accord. Une calvitie bien entretenue vous donne du respect. D'accord. Et puis dans certaines congrégations religieuses, je ne voudrais pas les citer, on se rase le milieu du crâne pour pouvoir donner un peu de prestance à la personne. Oui. Donc on se rase le crâne et lorsque le chapeau est enlevé... C'est chez les Juifs, non? Bon, je ne voulais pas citer. Chez les Juifs, chez les Juifs, chez les moines, chez certaines, enfin je veux pas... Oui, dans certaines congrégations, c'est ça qui vous fait élever à un certain échelon du point de vue spirituel, du point de vue sociologique aussi. Oui. Et maintenant, le chauvin a donné chauvinisme. Oui. Et chauvinisme, donc c'est un nationalisme agressif et exclusif. Est-ce que c'est bon d'être chauvin? Il faut être chauvin.
parfois. C'est pas un peu à l'extrême, non? Oui, c'est extrême, mais bon, vous savez... Est-ce que c'est mauvais aussi d'être hautement patriote, non? Oui, non, c'est pas du tout mauvais. Il faut être patriote. Il faut être patriote et il faut être nationaliste. Oui. Mais le chauvin dépasse le patriotisme. Oui. Le chauvinisme dépasse le patriotisme et dépasse le nationalisme. Le chauvinisme, c'est l'exagération. Oui, c'est l'exagération, c'est l'extrémisme. Ça devient dangereux, non? Oui, ça peut devenir dangereux. Oui. Et par exemple, vous êtes sur le ring et à un moment donné, vous êtes en train de perdre des points. Vous vous rendez compte que mais c'est moi qui représente mon pays ici. Mais je ne veux pas me laisser battre. Vous devenez chauvin quand vous faites pleuvoir sur l'autre une mitrailleuse de coups de poing pour le mettre KO définitivement. C'est comme ça il faut gagner, non? Oui, c'est comme ça qu'il faut gagner. Donc il faut être, vous devenez chauvin, circonstanciellement. C'est-à-dire vous dépassez déjà la limite du patriotisme, vous avez représenté le pays, c'est du patriotisme. Mais quand il faut surpasser les efforts pour montrer que je suis quand même de ce pays-là, le chauvinisme, jusqu'à une certaine limite, n'est pas à condamner en tant que c'est pas mauvais. Mais il faut se limiter au nationalisme. C'est très bien. Oui. Et donc, j'espère que vous avez compris la différence entre chauve, chauvin et chauvinisme. Oui, maintenant, il y a la calvitie. Comme il a dit, la calvitie, c'est la perte partielle ou totale de cheveux sur la tête. Mais il y a aussi l'alopécie. L'alopécie, c'est la chute de poils du corps. La chute, que ce soit chute de poils sur la tête ou de tout le corps. Donc l'alopécie englobe tout l'ensemble. C'est le mot générique, je dirais, le mot scientifique pour désigner la calvitie dans une certaine mesure. Donc alopécie, A-L-O-P-E accent aigu, C-I-E. Tout à fait. Mécanique du langage, et on continue de parler de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous passe comme information? C'est qu'il faut oublier le trac et s'amuser quand on est en public. Jean Fandé, c'est exact ou pas? Oui, ça me fait marrer parce que ça donne le contraire de ce à quoi on pense souvent. On pense qu'avoir le trac, c'est mauvais. Oh, c'est celui qui a du génie, c'est celui qui est intelligent. Et celui qui veut évoluer. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Oui, bien sûr. Toutes les fois que je mène une activité, je mène une action, sans trac, sans stress, sans angoisse, je vous assure, honnêtement, c'est pas souvent efficace. Voilà. Voilà un exemple. Au point que quand je dois faire quelque chose et que j'ai pas le trac, je stresse de ne pas avoir le trac en fait. Tu sais pas si je ne sais pas si tu comprends, Patrick Diossou. Bah oui, parce qu'en fait, le trac, ça vous pousse à vous surpasser. Merci. En fait, vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas totalement confiant. Vous vous dites, bah écoute, est-ce que je pourrais donner? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je pourrais performer? Et donc, du coup, vous faites en sorte de performer. Oui. Jean Fandé, je vous ai coupé la parole. Non, je suis séduit parce que nous avons une illustration parfaite de ce que je suis en train de dire sur le plateau. En réalité, ne pas avoir le trac, ça veut dire que vous n'avez pas le souci d'évoluer, d'aller au-delà de vos potentialités. En fait, beaucoup ne comprennent pas. Quand vous êtes homme de médias, quand vous êtes au devant de la scène et que vous êtes amené tout le temps à prendre la parole à travers vos présentations et autres, les gens pensent que vous n'avez pas souvent le trac, mais c'est faux. Vous ne faites aucun effort pour... Avant de démarrer une émission, avant de démarrer une présentation, je vous assure, on a toujours le trac. On stresse toujours. Il n'y a pas moyen. Franchement, on stresse toujours. Et lorsqu'on ne stresse pas, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans l'émission. On n'a pas l'émotion nécessaire pour démarrer. Mais ce qui est important, laissez-moi vous dire, et j'ajoute que on a le trac. C'est ça, non? On a le trac, on stresse, mais tout de suite, il faut se ressaisir. Parce que sinon, on le sent dans votre façon de présenter, on le sent dans tout ce que vous faites, et donc, du coup, ça joue contre vous. Le stress, il est bon, mais attention, on se ressaisit tout de suite, et puis on donne le meilleur de soi. Bon, elle a fini. Écoutez, c'est ce qu'on fait tous les jours, finalement. Patrick Diossou, je t'apprends rien. Non, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Je ne t'apprends rien. C'est ce que nous faisons tous les jours. Alors, n'ayez pas peur du trac.
C'est normal d'avoir peur quand on est en public. C'est normal d'avoir peur de prendre la parole quand vous voyez autour de vous des visages inconnus, des personnes qui ne vous connaissent pas et qui pourraient vous juger sur les 2 minutes, les 3 ou les 4 ou les 5 minutes de présentation. D'accord? Mais faites en sorte, n'est-ce pas, de prendre le dessus sur le track et vous êtes certain d'avoir tout gagné. Voilà. Bravissimo. Merci. Bravissimo. Applaudissez pour moi, Bravissimo. Sur le plan pédagogique, je dirais simplement que pour ceux qui vont à des examens, si vous savez dessiner, avant qu'on ne lance l'épreuve ou bien on a lancé l'épreuve, vous avez le track, mettez-vous à dessiner un peu, quelques secondes sur le brouillon ou bien quelques minutes, ça ne vous tue pas, ça vous relaxe. Tout ce que vous allez trouver, ce qui peut être pour vous le produit lénifiant du moment qui vous apaise. Donc, il faut y recourir. Merci beaucoup, Rachidat, pour ce témoignage vibrant. Vivant et vibrant. Oui, merci beaucoup. Et j'ai expérimenté ce que tu as dit tout à l'heure, je l'ai expérimenté d'une autre manière. Il y a une vingtaine de jours où je me suis retrouvé à un endroit où certains, j'ai vu d'anciens choristes à mettre, et puis brusquement, on me pose, allez prendre le micro. J'ai dit, waouh, il y a longtemps que j'ai chanté devant des gens, et encore des choristes, d'anciens choristes qui ont parlé, ils avaient déjà parlé de moi comme grand maître, tout et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis j'ai commencé par plutôt m'amuser. Il faut s'amuser. Mais c'est un bon chanteur, est-ce que vous savez ça? Oui, bien sûr. C'est un très bon chanteur. Mais vous ne nous avez jamais gratifié d'un chant sur ce plateau. Non, sérieusement. Non, ça va venir. Ne nous faites pas cet affront ce matin. Chers amis téléspectateurs, je vous prends à témoin. Mais il a le trac. D'accord, allez, on y va pour l'expression. J'espère que tout est dit, n'est-ce pas? Oui, tout est dit. Non, c'est bon, tout est dit. De parole non. Quand c'est bien dit, il vaut mieux, vraiment, franchement. Allez, point à la ligne. L'expression du jour. À présent, c'est une expression. C'est une expression qui fait penser aux animaux. Il y a eu un moment où on a commencé par évoquer des expressions qui font penser aux animaux. Bien sûr. Cette fois-ci, c'est un animal comme un animal domestique. On dit écrire comme un chat. D'accord. Oui. Écrit comme un chat. D'abord, écrire, c'est la représentation, c'est l'art qui consiste à représenter des mots à l'aide des lettres. Oui, tout à fait. Sur un support. Et alors, lorsqu'on dit écrire comme un chat, ça paraît bizarre dans la mesure où on sait que les chats, les félidés, ne n'écrivent pas. Mais d'où vient l'expression? C'est simplement lié au fait que en France, plus particulièrement à Paris, dans la banlieue parisienne, sur le plan argotique et vulgaire, on appelle les greffiers les chats. On les appelle les chats. Et on a remarqué qu'ils écrivent très rapidement et sans prendre soin des lettres. Et surtout, ils écrivent avec de petites lettres. Alors, écrit comme un chat, donc c'est écrit de manière... C'est écrit comme un greffier? Oui, c'est écrit comme un greffier, donc c'est écrit de manière illisible. Comme un médecin? Comme un médecin fâché. Comme un médecin fâché ou ému. Donc, lorsque on dit il écrit comme un chat, c'est pour dire il écrit de manière illisible. Et chez nous, on a l'habitude de dire il écrit comme un médecin fâché ou un médecin ému. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Alors, en fait, c'est une manière, on va dire, un peu élégante de dire à quelqu'un, écoute, tu écris très mal. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, quel grébouille. Notez ça quelque part. Franchement, tu écris comme un chat. Rachidat, tu écris comme un chat. Mais finalement, à y voir de près, c'est pas si élégant que ça. Hein. Non, tu écris comme un chat. Comme un chat. Non, c'est pas si élégant que ça. On peut dire, pour adoucir ça, on peut dire, Rachidat, tu écris comme un doux chat. Mais c'est plus élégant. Il aurait fallu enlever carrément le mot chat, mais comme c'est pas possible de le faire, c'est vrai, Jean Fondé a une belle écriture. Oui. Ouais. Donc quand je me concentre, en fait, ce n'est pas qu'il écrit, il dessine les lettres. Très belle écriture. Merci. C'est un dessinateur. Mais moi, franchement, je vous fais une confidence ce matin. J'écris comme un chat. J'assume. J'écris comme un chat.
Allez, oui. Bien. Et je dis, c'est plus élégant de dire écrit comme un chat que de dire écrit Kachakouchou. Alors désormais, retenez cette expression. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui écrit mal, dites-lui tout simplement, tu écris comme un chat, c'est-à-dire tu écris de manière illisible. Oui, permettez-moi de rappeler une expression, écrit au courant de la plume, c'est écrit rapidement, sans y mettre beaucoup de temps ni de réflexion. Donc quand on écrit rapidement, sans réfléchir, sans faire sur le lapsus, on s'en fout, pourvu que l'idée soit accouchée. Écrire au courant de la plume. De la plume. D'accord. Oui, écrire au courant de la plume. Très bien. Oui, voilà. On termine avec la pensée du jour. Elle dit ceci: la terre natale, en dépit de l'hospitalité qu'on peut trouver en d'autres pays, sera toujours plus qu'une simple terre. C'est toute la terre. C'est une pensée qui nous vient de Kamaralai. Oui. Oui. La terre natale. La terre de nos aïeux, en dépit de l'hospitalité qu'on peut trouver en d'autres pays, quelle que soit la manière dont tu es bien reçu dans d'autres pays, eh bien, ta terre d'origine, oui, le revenir chez soi est plus que drogue. C'est que ceux qui sont à l'étranger ou ceux qui vont voyager une fois savent ce qu'ils ont de dire. Je vous assure, j'ai juste voyagé et la première fois que je suis allé en France, j'ai fait juste 9 jours. Mais après une semaine, j'ai commencé par penser à mon pays natal. Et si bien qu'il faut que chacun se dise. Je sais pourquoi. Et pourquoi? Il n'y a pas le Wokoli là-bas. Il n'y a pas le Magna là-bas, et donc tout de suite. Donc mon dépaysement était gastronomique. Ça fait partie. Mais c'est possible, puisque à un moment donné, j'ai adopté la restauration chinoise. C'est possible. Mais c'est vrai. Ça me rappelle cette histoire contée par ma bien-aimée, ma chère collègue, ma sœur Amandine Aniambosu, qui s'est retrouvée, tu me pardonnes, Amandine Aniambosu, elle m'a conté une histoire du genre, lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, elle s'est sentie tellement dépaysée, ne se retrouvant pas entre les plats et tout. Elle n'avait qu'une seule hâte, c'est revenir chez elle, en fait. Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, voilà. Donc c'est pour dire quoi? Soyons nationalistes, nous n'avons qu'un pays. Nous n'avons qu'une maison familiale. Nous n'avons qu'une nation. Quand on parle de nation, c'est que il y a une certaine solidarité, sinon une solidarité certaine. Et donc, faisons en sorte de vivre en harmonie, en symbiose, en symphonie sur notre terre natale. Et c'est le moment de supplier peut-être l'effort de l'ordre, de réprimer moins, parce que c'est notre pays, c'est ici qu'on peut se sentir à l'aise. Ailleurs, on n'a pas du tout de droit, mais ce n'est que notre pays. Et il faut faire en sorte que quand on quitte ici, on puisse toujours avoir cette irrépressible envie de revenir. Nous n'avons qu'une terre. Et on n'a pas besoin de dire que c'est le centre de la terre, mais notre pays, comme on le dit, c'est toute la terre. Toute la terre. Chacun de nous pourra, en sortant, toujours remplir son cahier d'un retour au pays natal. Oui, bien sûr. Bien rempli. Se dire, je reviens dans mon pays natal, avec la joie de retrouver mon pays natal. Voilà. Donc, viens chez moi, au pays du soleil. On se sent comme chez soi dès que le jour se lève. Wow. Qui c'est qui a chanté ça? Est-ce que tu vas nous le dire? Ici, on vit au rythme de l'Afrique. Le groupe Terriba. C'est une chanson que j'aime particulièrement. Ah, mais là, c'est bien. Non, il faut être patriote. Moi, j'aime bien. Tochemeyon Akatoua. Rogbonounion. Basila Cheyon Akatoua. Dogo Cheyon. Arabou Cheyon Akatoua. Béné Cheyon. Béné Midoyon. Oui, donc ça veut dire que... Oui, la terre natale. Aujourd'hui, on est très patriotes sur ce plateau. On est très patriotes. On n'a qu'un seul pays, c'est le Bénin. On n'en a pas d'autre. Et tant que nous pouvons contribuer à construire ce pays, il faut le faire, chacun à son niveau. Et donc, on salue les braves citoyens du Bénin, ceux-là qui se lèvent chaque matin, qui vont travailler, qui permettent à ce Bénin d'avancer. Bravo à vous. C'est pas facile, surtout par les temps qui courent, mais on tient bon. On tient bon. Tu permets une pensée particulière à ceux de la diaspora
qui sont revenus et à qui on facilite tout. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils peuvent être en train de sentir, même quand le pays natal d'origine... Le mal du pays. Le mal du pays, même quand c'est lointain, quand c'est... Après beaucoup de générations, ça doit faire quelque chose de bien en eux. Oui, de bien en eux. Merci messieurs, j'aime bien votre compagnie. On a cette chance-là d'avoir Jacques Rapon qui veut devenir béninois. Ah oui, ils sont nombreux, les Afro-Caribéens. Il l'a annoncé ici sur notre plateau. Wow. Vous voyez, non? Vous voyez, quand on se sent lié à une terre, ça donne la chair de poule. Constamment, oui. J'ai rencontré beaucoup d'Afro-Caribéens lors des Vodun Days. Franchement, c'est des histoires très touchantes. Le sentiment d'appartenir à une terre est tellement fort, qu'il y en a vraiment. Et pas des moindres, une terre, pas des moindres. Bien sûr, parce que c'est un peuple qui se sent finalement de nulle part. Allez, merci. Jean Fandé. On se dit à jeudi prochain, Patrick Yossou, ce sera tout. On est ensemble. Bonne journée jupitérienne à vous. Je poursuis ici en solo le temps que mes débatteurs me retrouvent pour le débat. On parle aujourd'hui de justice sociale, comment la faire avancer. Quelques acteurs clés sont avec nous ici déjà. Chers amis auditeurs, restez avec nous. Ne zappez surtout pas. Vous êtes sur votre matinale 5 sur 7 matin, c'est la télévision nationale. On vous retrouve dans un instant, juste après cette parenthèse publicitaire. Nous sommes le 20 février. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la justice sociale et on est en droit de se poser une question. Est-elle une réalité au Bénin? On en parle ce matin et on tentera également de répondre à cette question. Comment la faire avancer? Nos invités nous aideront à répondre à cette question cruciale. Ils sont trois sur ce plateau. Ramel Gandaro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ONG Changement Social Bénin. Juste à côté de vous, nous avons Bathilde Akpado Acharoué. Bonjour. Bonjour, Madame Rachidat. Vous êtes assistante sociale, spécialiste en protection de l'enfant et en service au département de la famille, de l'enfant et de l'adolescent. Et vous êtes, on va le dire, le représentant, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sur ce plateau. Un troisième invité, Koyo Halin, bonjour. Bonjour, Madame Rachidat. Vous êtes, vous, secrétaire général COSI Bénin. Merci également de participer à ce débat. Alors, d'entrée de jeu, nous allons tenter de répondre à une question. C'est quoi la justice sociale? Madame Akpado Acharoué. Ok, merci bien, Madame Rachidat. Bonjour aux téléspectateurs. La Journée mondiale de la justice sociale a été instituée par les Nations Unies depuis 2007 pour rappeler la nécessité de construire un monde beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour toutes les communautés. Et si on doit définir la justice sociale, on dira que c'est un principe qui permet de rappeler l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination aucune de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Et faire la promotion de cette justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus ou à créer des emplois, mais c'est aussi la question des droits et de dignité des peuples. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Gandaro, je vous vois hocher de la tête. En français simple, pour celui qui nous regarde, en français simple, en une phrase, c'est quoi la justice sociale? C'est vrai que c'est assez clair pour les intellectuels que nous sommes, mais en français simple, comment on pourrait définir la justice sociale? La justice sociale, en français simple, mais sans paraphraser l'autorité pour tout ce qui a été si bien dit, bien explicité. C'est dans le contexte du Bénin, s'assurer que toutes les fois que nous décidons d'un service public d'impact social, que les personnes vulnérables pour qui le service est pensé, vulnérables du point de vue économique, vulnérables du point de vue physique, vulnérables du point de vue informationnel, que le service soit rapproché de ces personnes-là. Il ne suffirait tout simplement pas de définir l'accès aux droits suivant des principes égalitaires sans pour autant tenir compte des vulnérabilités proportionnelles, c'est-à-dire à certaines formes
de citoyens, à certaines formes de personnes ou relativement à notre diversité. Et donc, c'est s'assurer vraiment que de la décision à la mise en œuvre, qu'on a à cœur, qu'on a laissé personne de côté, pour rester sensible à la 2030, qu'on a laissé personne de côté, c'est-à-dire la prise en compte des différents niveaux de vulnérabilité des uns et des autres. Et donc, bouger de l'égalité vers l'équité pour être sûr d'avoir impacté en réalité les personnes pour qui on décide, les titulaires de droits en un mot. Et dans un contexte comme le Bénin, où nous avons des millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, nous avons assez de ruraux, assez de rurales, qui appellent vraiment à ce qu'on rapproche du service public de leur et à leur niveau. Il faut vraiment que cette journée soit commémorée avec toute la délicatesse et l'intérêt que cela requiert. C'est en cela que je vous remercie d'avoir marqué un point d'arrêt ce matin sur cette journée qui nous est si chère, nous autres, Rassemblement social Bénin. D'accord. Mais pourquoi elle vous est si chère? Pourquoi la justice sociale est-elle si importante au point qu'on lui consacre une journée tout entière? Non, déjà, pour une organisation sociale Bénin qui travaille pour les droits humains, reconnue tant au niveau africain qu'au niveau onusien et qui porte l'agenda universel des droits humains, on ne peut pas quand même passer une telle journée sous silence. Notre vision à l'organisation sociale Bénin, c'est de travailler à ce que les gens aient accès à leurs droits sans discrimination aucune. Et tous les programmes que nous animons au sein de l'Organisation sociale Bénin sont structurés autour de cet agenda, de cette logique, c'est-à-dire être un acteur d'accompagnement de l'action publique, de sorte à s'assurer que de la bonne volonté politique et des moyens dégagés et qui relèvent aussi et qui reflètent aussi notre contribution collective à ce que la solidarité soit par rapport aux plus vulnérables, que l'effectivité donc soit, qu'on aille des résultats à l'impact. Et c'est derrière le credo de 2030. Très bien. Alors, Kodjo Hailin, une question. La justice sociale est-elle une réalité au Bénin? Moi, je pense que, et d'entrée, je salue les téléspectateurs. Et je pense que la justice sociale, et pour nous, pour moi, je pense que la justice sociale, c'est avant tout en terre à terre. Et le fait d'assurer à chaque citoyen un minimum nécessaire. Le minimum nécessaire, bon, on peut concerner même des informations, les conditions de vie, le logement, l'ensemble de ce dont a besoin le citoyen lambda pour une vie digne. Ceci dit, je pense qu'au Bénin, la justice sociale n'est pas... Bon, nous ne sommes pas à un niveau zéro, nous sommes à un niveau donné. Mais la justice sociale n'est pas encore une réalité. Parce qu'il y a de la discrimination à certains niveaux et il y a un certain nombre de choses qui font qu'on peut douter de l'effectivité de la justice sociale dans notre pays. Parce qu'il suffit juste de jeter un coup d'œil dans certaines localités où on peut dire qu'il y a des populations qui continuent de manquer seulement de l'eau potable. Est-ce que dans un environnement comme celui-là, on peut dire que la justice sociale elle est effective? Non, comme je le disais, nous ne sommes pas à un niveau zéro. D'accord. Mais ce n'est pas encore l'équité parfaite. Très bien. Alors, Madame Akwado Achaoé, il a dit nous ne sommes pas à un niveau zéro. Des choses se font. Qui mieux que vous, n'est-ce pas, pour nous en parler ce matin? Ok, merci bien, Madame Rachida. Je remercie aussi le syndicaliste pour avoir reconnu qu'on n'est pas au niveau zéro. Les efforts entrepris par l'État déjà pour rapprocher les services, les prestations sociales des communautés les plus vulnérables sont à saluer. Depuis quelques années, on a essayé d'augmenter les guichets uniques de protection sociale, anciennement connus comme centres de promotion sociale, qui, dans les zones un peu plus enclavées, les communes à forte densité, sont aujourd'hui renforcées par les centres relais et les postes avancés de protection sociale. Dans l'offre des prestations, nous avons l'équité au niveau de ces guichets pour permettre à toute personne vulnérable, quelle que soit sa condition ou sa catégorie, avec les outils et les techniciens préparés, les professionnels, d'accompagner ces personnes, ces communautés vulnérables-là. Dans le domaine de l'éducation, l'État déjà a rendu gratuite l'enseignement, l'instruction au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Le premier cycle pour les filles est complètement prise en charge par l'État et depuis quelques années aussi, on essaie d'évoluer progressivement vers le second cycle. Mais pour ces enfants-là,
que ce soit garçons comme filles, qui ne sont pas bénéficiaires de cette mesure de gratuité, les guichets uniques de protection sociale offrent ce que nous appelons des exonérations scolaires pour permettre de maintenir les enfants vulnérables dans ce cursus scolaire qui est un droit de l'enfant. Quand nous prenons le volet de la santé, il y a les actions qui sont menées pour permettre à tout citoyen, quelle que soit sa condition, d'accéder aux soins de santé de qualité, notamment à travers le volet assurance maladie du projet H, où avec des cartes, les bénéficiaires peuvent avoir accès à un panier de soins qui est quand même assez vaste et assez large. Ça part de la consultation à des actes chirurgicaux, passant par l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, et plusieurs autres interventions. Quand nous quittons le volet de la santé, on prend le volet renforcement économique. Tous les citoyens n'ont pas la capacité d'accéder aux prêts bancaires, au système bancaire, avec les conditions, les critères définis. Mais le ministère des Affaires sociales a mis en place le microcrédit à l'AFIA, qui permet quand même de rapprocher ces prestations-là des couches vulnérables où les bonnes dames et aussi les hommes qui n'ont pas vraiment les capacités de s'offrir les systèmes bancaires ont accès à des crédits pour pouvoir renforcer leur activité. Au niveau des guichets uniques de protection sociale, les personnes vraiment démunies bénéficient de ce que nous appelons des appuis non remboursables, qui sont dénommés des secours temporaires, qu'on leur octroie suite à un processus qui est mis en place pour quand même définir ce qu'on peut faire pour aider la personne à sortir de sa précarité. Très bien. Il y a tellement de choses. Monsieur Guindaro, l'engagement du gouvernement à travers des politiques de protection sociale est manifeste quand on écoute Madame Akpado Acharoué, vous qui êtes un acteur de la société civile et qui observez si bien cette société dans laquelle nous vivons, comment vous appréciez cet engagement? Non, au fond, tout à l'heure, j'ai explicité que de la définition égalité des droits dans la loi et dans les actes réglementaires, et il y a une marge quant à leur effectivité et leur impact sur le terrain. Et d'où le besoin d'adoption, d'approche et d'accès à ces services-là et avec une logique beaucoup plus équitable. Et je suis sûr que pour moi, c'est un contact que j'ai ce matin avec madame, et j'espère au-delà du plateau pouvoir approfondir mes échanges avec elle déjà en plaidoyer, parce qu'il y a beaucoup de situations sur lesquelles nous travaillons et où ces dames vont se demander, la dame dont la fille est violée se retrouve en procédure pénale, tribunal d'Aboumé venant de Tuy, et devant donc voyager la nuit et dormir au tribunal, devant le tribunal d'Aboumé. D'abord, c'est pour la question de savoir pourquoi je dois traverser Dassa et laisser le tribunal de Dassa, laisser le tribunal de Savalou pour me retrouver devant le tribunal d'Aboumé dans ces conditions de voyager la veille, se nourrir, le transport qui coûte très cher. Pas de centre d'accueil. Pourtant, vous avez parlé en réalité de GUPS. Le GUPS est où pour ces gens-là en réalité? L'INF avait des avocats qui accompagnaient de temps à autre, mais de plus en plus, on ne les sent plus sur le terrain en réalité. Allez dans les juridictions, vous vous rendrez compte que même le mandat, la question sensible dont je parle, qui a fait objet de mesures légales depuis 2021, sur le terrain, ça souffre. Les gens souffrent vraiment de l'effectivité de ces mesures-là. Lorsque vous allez dans une localité comme Ouli, dans l'arrondissement de Pénézoulou à Bassila, l'enfant vous demandera en réalité où est l'État. Il n'y a pas d'accès à l'éducation, il n'y a pas... Voilà. Et ça, c'est les zones frontalières avec le Togo, ça. Vous n'avez pas d'accès. Vous savez, la question d'effectivité des droits, lorsque vous avez des dames qui viennent se plaindre dans les GUPS, actuellement, nous avons des missions sur le terrain par rapport aux GUPS, justement, nous allons revenir à vous, et c'est en discussion plus approfondie en termes d'accompagnement. Les gens se demandent en réalité où sont les moyens donnés aux GUPS pour travailler. C'est un autre défi. Il y a, vous le savez très bien, des initiatives de coopérants bilatéraux, des ONG qui vous accompagnent par rapport aux GUPS relativement à leur cahier de charge. Mais nous voudrions beaucoup plus que, de façon plus responsable, que la République se donne les moyens vraiment de faire fonctionner ces GUPS-là. De l'énoncer de tout ce que vous avez exposé au bon fonctionnement des GUPS, avec les moyens qu'il faut à disposition. Vous le savez, je le sais, il y a une marge. Et le rappeler ce jour, c'est davantage être en plaidoyer pour que les moyens soient renforcés au niveau de ces extensions opérationnelles de l'État
tant au niveau déconcentré qu'au niveau décentralisé. Vous savez, pour accéder aux droits en République, il faut être un sujet de droit. Il faut déjà être, il faut que votre être et vos avoirs soient confirmés. Et pour qu'ils soient confirmés, et là je vais parler des services de l'ANIP, au niveau, donc, c'est-à-dire des mairies, c'est la croix et la bannière. Hein? Vous allez dans certaines localités où il faut laisser le champ, il faut laisser ses activités commerciales, et c'est vraiment périlleux, déjà l'accès physique aux services où on doit aller confirmer, en fait, c'est-à-dire selon les faits de la vie, selon les éléments de la vie, son être et ses avoirs. Les services judiciaires et extrajudiciaires, qui sont aussi des services qui accompagnent tout ce que nous venons de dire. Et vous allez dans un département comme la Takora, on n'avait qu'un seul tribunal, à Nati Tengou. Et demander le parcours de combattant à la citoyenne et aux citoyens qui doivent quitter certaines communes de la Takora, à Wassapenko et consorts, pour aller voir confirmer son être ou ses avoirs, suivant acte à Nati Tengou. C'est un parcours de combattant. Ces gens se posent des questions de savoir, la République, elle est où pour nous? C'est ça les questions de fond, par exemple, de justice sociale. Alors, donc, nous n'avons point de doute, encore une fois, sur la volonté politique. La volonté est là, sur les instances, sur les moyens dégagés. Ouais. Mais après, il faut tout un débat, il faut discuter vraiment, c'est-à-dire de l'approche opérationnelle, de la méthode d'intervention publique, et des moyens et des outils que l'État se donne pour vraiment, c'est-à-dire être dans l'impact et pour coller avec l'agenda 2030. Très bien. On revient à vous dans un instant. On va permettre à Kodio Hélin également d'apprécier ce qui se fait actuellement en matière de justice sociale par le gouvernement. Merci, Mme Rachidat. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ma concitoyenne qui est au ministère des Affaires sociales. Je pense que entre ce qui est défini par l'État et ce qui s'observe réellement sur le terrain, il y a un gap. Parce que elle parlait tout à l'heure du projet H, ouais, dans le secteur de la santé où il y a des soins qui sont pris en charge et puis des soins de qualité. Bon, elle a bien précisé des soins de qualité et pris en charge. Je me demande quelle est la proportion de Béninois et qui jouissant de ce dont elle parle. Je me demande vraiment quelle est la proportion. C'est une question à laquelle... Oui, puisqu'en fait, c'est un sujet qui a fait plusieurs fois objet d'échanges avec même les ministres au niveau de notre commission de négociation et de concertation, où franchement les choses ne sont pas suffisamment claires. Lorsque un accidenté arrive, qu'est-ce qu'on fait de lui? Lorsque quelqu'un souffre du palu, il arrive, on fait quoi de lui en attendant que peut-être ses parents n'arrivent, ou même s'il n'a rien du tout, on fait quoi de lui? Allons à la réalité. Et moi, je souhaiterais que le ministère des Affaires sociales puisse peut-être vous faire intervenir en tant que journaliste dans les centres de santé pour aller constater la réalité, qui n'est pas toujours ce qui est là. Ensuite, dans le secteur de l'éducation, je crois depuis les années 90, l'enseignement primaire était déjà gratuit pour une tranche et progressivement c'est devenu totalement gratuit. Bon, ne serait-ce que les frais de scolarité. Ces derniers temps, il y a un peu les intrants pédagogiques qui s'ajoutent. Mais à l'enseignement secondaire, les filles sont exonérées des frais de scolarité au premier cycle. Au second cycle, je crois qu'il y a quelques communes pilotes. Sinon, dans la grande majorité, c'est que, bon, certaines sont obligées d'abandonner à cause des frais. Parce qu'on leur renvoie la fille tout le temps. C'est elle qu'on vient renvoyer, on sort des classes pour non-paiement de scolarité. Donc, découragée, elle abandonne. Mais les garçons, il y en a aussi des fois plus vulnérables que les filles. Hein. En règle générale, c'est les filles qui sont vulnérables. Mais il y a aussi, dans certaines localités, des garçons qui sont extrêmement vulnérables, démunis. Mais est-ce que, en disant gratuité pour les filles, ça fait déjà plus de 10 ans que nous avons commencé ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le point et nous assurer que il faut que garçons et filles soient traités de façon équitable. Ne serait-ce que dans nos collèges. Et je pense que ce n'est pas fini. Je vais à l'électricité, à l'eau, un certain nombre de choses. Je me dis,
nous avons du chemin. Bien que je reconnaisse que quelque chose est déjà fait. Madame Akpado Achaoué, beaucoup de questions de la part de vos co-invités. Monsieur Gandaro avait quelque chose à préciser rapidement avant que... Juste faire comprendre que aussi sur la question de la santé, nous avons essayé d'être sur le terrain en monitoring du recensement des pauvres et extrêmes pauvres éligibles, donc suivant le cadre biométrique à ces services-là. Il faut aller sur le terrain, dans les centres de santé, vérifier si les centres de santé vraiment et dispose de quoi répondre donc des sollicitations de services. Et les bénéficiaires pour les remontées de données que nous avons, certes en fait parfois à une indifférence en fait des centres de santé qui devraient répondre en fait de ce qu'on leur a annoncé être suffisamment disponible et gratuit. Et les arguments qui sont avancés, encore une fois, on n'a pas peu de temps ici pour en discuter. Donc ça c'est des réalités. Et par rapport justement à l'éducation pour aller plus loin, moi je dirais même par rapport au manuel que ça pose problème. Les manuels, les manuels, la logistique, c'est-à-dire les intrants didactiques et les ressources humaines aussi en réalité. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur le terrain, vraiment, vous vous rendez compte que oui, il y a des énoncés de principes, il y a des moyens qui sont dégagés, mais encore faudrait-il avoir un espace de redevabilité. La question que moi je vais peut-être poser à Madame ministre des Affaires sociales, c'est est-ce que vous avez des espaces de discussion avec des pour les gens rendent compte avec des porteurs de cause que nous sommes, pour que nous puissions en fait vous relayer systématiquement les difficultés opérationnelles de ceux dont vous êtes responsables. Nous n'avons pas l'impression d'avoir des espaces de dialogue et d'échange avec vous pour vraiment pouvoir améliorer, parce que de la bonne foi on ne discute plus. Mais après, c'est comment ensemble nous allons en fait relever les personnes qui ont des dignités en fait. Madame Akpado, vous les avez entendus, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur ce plateau. Des choses se font, les deux invités ne le nient pas du tout, mais il y a que par endroits il y a des insuffisances. Je suis assez contente que mes deux co-débatteurs aient relevé ces niveaux. C'est ça qui d'ailleurs qui prouve qu'ils sont aussi sur le terrain et qu'ils suivent la mise en œuvre des différentes actions dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je reprends le domaine de l'éducation tel que le syndicaliste l'a dit, c'est vrai que pendant longtemps on a commencé, mais actuellement on n'est plus vraiment au niveau où on en était. La question des matériels pédagogiques, des intrants didactiques, on a essayé d'évoluer là-dessus, que ce soit au niveau des dotations dans les institutions, mais aussi au niveau des apprenants. Parce qu'avec le projet Souhait depuis 2020, le ministère des Affaires sociales fait quand même un effort pour maintenir les enfants dans ce système scolaire. Et c'est justement parce qu'on a reconnu qu'il y a des garçons qui sont parfois plus vulnérables que les filles, que les mesures d'exonération scolaire ont été mises en place pour permettre justement à ces garçons qui ne sont pas immédiatement pris en compte par les mesures dédiées aux filles de pouvoir bénéficier de ces mesures d'exonération scolaire et continuer à aller à l'école. Quand on prend le projet Soued, c'est des kits scolaires à plus de 500 000 filles, que ce soit dans le primaire que le secondaire. Au-delà des kits scolaires, il y a des transferts monétaires qui ont été faits à ces filles-là pour assurer le petit déjeuner, les frais de photocopie. C'est des kits d'hygiène menstruelle qui ont été donnés à ces filles. Et pour les filles qui ont eu des penchants pour l'enseignement technique ou la formation technique, c'est aussi des bourses qui ont été octroyées, que ce soit au niveau des lycées qu'au niveau des universités. Quand je reviens au domaine de la santé, tel que M. Gandaro l'a stipulé tout à l'heure, c'est vrai, à un moment donné, nous avons eu des retours selon lesquels, au niveau des centres de santé, le matériel mis à disposition n'était pas fonctionnel, mais les moyens ont rapidement été trouvés pour essayer de contourner ce dispositif. Et depuis des années déjà, on a mis en place des dispositifs d'identification des cartes biométriques, même de façon manuelle. Quand le dispositif TACA, c'est le lecteur biométrique qui est dénommé TACA, n'est pas fonctionnel dans certains centres, le personnel de santé est formé pour identifier justement les bénéficiaires de ces cartes que nous appelons les privilégiés de l'État. C'est les privilégiés de l'État qui, avec leur carte biométrique, avec un lecteur, peuvent bénéficier de ces soins-là. Mais quelle est la proportion de ceux qui aujourd'hui sont détenteurs de ces cartes biométriques? Le point, je ne pourrais pas le dire aujourd'hui sur ce plateau, parce qu'actuellement, nous sommes à la phase d'extension avec le programme de filet
sociaux dénommés Gbesoke, où le registre social unique est en train d'être renforcé pour pouvoir toiletter un peu, parce que l'état de vulnérabilité n'est pas une condition statique. Quelqu'un qui était vulnérable il y a 4 ans, il y a 5 ans, avec les actions d'accompagnement, peut sortir de la vulnérabilité. Donc il faut aussi actualiser ce registre, sortir ceux qui ne l'étaient pas. Et si entre-temps, d'autres qui n'étaient pas vulnérables par des faits de la vie se retrouvent aujourd'hui dans une vulnérabilité, pouvoir les intégrer aussi. J'étais aussi assez satisfaite que M. Gandaro ait relevé le problème d'état civil, parce que la double fonction de ces cartes biométriques non seulement permettent aux bénéficiaires, aux privilégiés de l'État d'avoir accès aux soins de santé, mais aussi ça leur sert dans la vie courante comme pièce d'état civil. Ce qui coûte extrêmement cher à le faire pour tout le citoyen lambda. Si on doit faire la carte biométrique, c'est en moyenne 6 000 francs, mais pour ces privilégiés de l'État, l'État le leur met à disposition gratuitement. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous essayons d'évoluer quand on prend le domaine de l'inclusion. Il y a les mesures préférentielles que le ministère des Affaires sociales a mis en place pour les personnes handicapées. On s'est battu pour avoir les décrets d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et avec ces décrets d'application, les personnes handicapées aujourd'hui ont un quota sur tout ce qui est concours de recrutement à la fonction publique. Et déjà les derniers concours du ministère des Finances, le concours au profit du ministère de la Justice, il y en a eu qui ont déjà été recrutés. Les établissements qui doivent bénéficier d'accompagnement d'exonération, les établissements inclusifs, le processus a évolué et il y a déjà 144 qui ont été sélectionnés pour bénéficier de l'appui. Il y a le projet mis en place pour les enfants autistes, parce qu'on a constaté que c'est de nouvelles thématiques qui en temps n'étaient vraiment pas questionnées dans notre pays. Mais actuellement, le ministère a mis en place ce projet qui accompagne déjà des enfants pour leur intégration, leur scolarisation. Quand on prend aussi les étudiants handicapés, en dehors des bourses et secours universitaires, ceux qui ne sont pas bénéficiaires de ces mesures ont quand même une allocation que l'État leur met à disposition, qu'on a commencé depuis quelques années. Donc, il y a quand même assez de choses qu'on a commencé. Et le dialogue social que réclame M. Gandaro. Un espace où on échange, où on écoute les acteurs de la société civile. Ce dialogue n'est pas rompu, ce dialogue est là, est permanent. C'est peut-être l'ONG Changement Social qui ne se retrouve pas dedans. Et comme il l'a dit, quand on va finir le plateau, on va quand même poursuivre les échanges parce qu'il y a cette plateforme-là. Et au-delà de ça, le ministère des Affaires sociales a un volet que nous dénommons partenariat avec les ONG qui interviennent dans le domaine social. Et dès qu'ensemble on va échanger, on va mettre en place ce système-là. Monsieur Gandaro. Oui, justement, sur les personnes handicapées, je voudrais vraiment qu'il soit noté en ce jour symbolique que ces personnes ont aussi besoin en fait, d'être suffisamment prises en considération quand ils rentrent dans la chaîne pénale. Les lieux de garde à vue et d'incarcération ne sont pas des lieux prédisposés en fait, à tenir compte de leur niveau d'handicap et de leur situation d'handicapé, de personnes handicapées. L'autre chose aussi, processus électoraux, et là aussi, ce n'est pas des personnes prises en considération à travers la loi et les outils électoraux et pour une pleine participation et une pleine autonomisation de leur participation au processus électoraux. Juste ajuster 2 points là sur les efforts déjà énumérés par la personne handicapée pour espérer qu'elles sont plus holistiques et justice sociale leur soit rendue. Vous avez eu en gros des réponses à vos questions à travers les réponses de Mme Gandaro, n'est-ce pas? Madame Akpado. Madame Akpado, pardon. Rassurez-vous, on va pas célébrer un mariage sur ce plateau. Oui. Non, je pense que de la prédisposition à une interaction porteur de responsabilité, porteur de cause, et j'espère que nous allons au-delà du plateau poursuivre les interactions parce qu'il y a beaucoup à faire, à dire et à faire ensemble relativement aux enjeux de cette journée. Encore une fois, moi, je vous remercie pour l'intérêt et ce point d'arrêt matinal. Pensez-vous que le Bénin a fait des progrès vers l'égalité des genres? Quels sont les points positifs et que reste-t-il à faire? C'est la question du jour et vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également, WhatsApp.
WhatsApp, nous allons recevoir Nadège Sani, Monsieur Kodirelin. Vous allez permettre très rapidement à Nadège, d'accord, de prendre votre siège et de nous relayer les différents avis de nos internautes. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Gandaro. Alors bonjour Nadège Sani. Bonjour à vous Rachida. Comment ça va? Bonjour à tous. Je me porte très bien. Alors, qu'ont-ils dit nos amis? Ok, on démarre par Koumassa Maurice qui nous dit « La question relative à l'égalité des genres est une manipulation occidentale délocalisée sur le continent africain pour distraire. Sinon, au Bénin, il n'est jamais interdit à une femme d'accéder à des fonctions politico-administratives. Sur la question, j'invite les femmes à mériter leur place dans notre société et non attendre des opportunités qui demandent de moindres efforts. Josué Lissa nous estime que notre pays a fait des progrès vers l'égalité des genres avec des avancées législatives, un meilleur accès à l'éducation pour les filles et une représentation politique accrue des femmes. En revanche, des défis subsistent. Améliorer la protection des victimes de violences et garantir l'égalité d'accès à l'emploi. Pour Nassis Bankolé, l'égalité des genres n'est que sur le papier et le Bénin est très loin d'amorcer un quelconque progrès. Kazmi Célis pense qu'on peut parler d'équité mais pas d'égalité. Le genre féminin ne peut jamais être égal au genre masculin. Laissons les Occidentaux dans leurs histoires démoniaques, dit-il. Mais Tonou Piclaver préfère que l'on parle de droits humains que d'égalité. Ce n'est pas par une loi égalitaire que la femme peut forcément penser à faire la même chose que l'homme. Seul le travail peut le faire. Une imposition du droit à l'éducation et à l'apprentissage des filles règle tout à son avis. Et on finit par Camille Toro pour nous dire « Oh, vraiment, demain, il y a un déchargement de ciment. » Un camion complet. Égalité de la jante féminine, un désordre à l'occidental. Carrément. Merci Nadège Sani. Merci à vous. On va vous retrouver demain, n'est-ce pas? Toujours sur le forum de discussion. Et on poursuit les échanges ici. Cette année notamment, Madame Akpado, cette année, la communauté internationale a décidé de mener les réflexions autour du genre, n'est-ce pas, justice sociale et genre. Vous avez entendu les différents avis de nos internautes. Par moments, je vous voyais sourire, hocher de la tête. Que pensez-vous des appréciations de nos internautes? Déjà, je remercie tous ceux qui ont intervenu. Ça prouve aussi de la liberté d'expression. Oui. Mais tel que la majorité l'a relaté, la prise en compte, l'inclusion du genre peine encore à prendre malgré les différents efforts de sensibilisation au niveau communautaire. Mais déjà, ce qui est à saluer, c'est que tous ont reconnu la question des droits humains. Parce que l'inclusion du genre passe aussi par la reconnaissance des droits de la femme. Quel que soit son niveau de vulnérabilité ou son niveau d'instruction, lui octroyer ce droit-là de participer à la construction de la société. Et quand nous sommes tous d'accord que la femme a sa place dans ce système, c'est lui faciliter l'accès aux différents services, l'accès aux différentes instances pour qu'elle puisse quand même apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. Alors, l'objectif de l'État béninois est qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, deviennent résilientes face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participent, je lis bien, participent efficacement au processus inclusif de développement durable. Oui. Alors, qu'est-ce qui est fait? 2033, c'est déjà demain, c'est pas si loin que ça. C'est déjà la porte à côté. Voilà, c'est déjà la porte à côté. Oui. Madame Akpado, qu'est-ce qui est fait globalement
pour qu'à cet horizon-là, on puisse voilà, se laver les mains et se dire, bah, on a fait du chemin, on a réussi. Beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font et continuent de se faire. Les différents chantiers énumérés, on a les plans d'action pour pouvoir poursuivre. Mais il y a aussi, comme je l'avais commencé tout à l'heure avant l'arrivée de Madame... C'est Madame Nadège? Oui, oui, voilà. Madame Nadège Tani. Oui. Voilà. Il y a le programme de filets sociaux qui actuellement permet d'étendre tout ce qui est action d'accompagnement, action de prise en charge pour pouvoir permettre aux communes vraiment vulnérables, les couches les plus défavorisées, de sortir de la précarité. Donc, il y a tout ce qui est injection dedans, mais il y a aussi tout ce qui est volet formation, tout ce qui est renforcement de compétences pour permettre que ce soit aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, quel que soit le degré de vulnérabilité, de pouvoir se retrouver au niveau de l'échiquier national et participer aux actions. Très bien. Alors, Kodjo, vous l'avez dit, et on est unanime sur ce plateau que nous ne sommes pas à un point zéro. Comment faire davantage progresser la justice sociale au Bénin? Comment on l'améliore? Oui, je pense que pour améliorer un peu toutes les prestations et tous les projets que le gouvernement de notre pays a mis en place, je crois qu'il faut travailler sur le capital humain. Le capital humain, je prends par exemple dans le système sanitaire. Lorsque les personnes détentrices des cartes qui montrent qu'ils sont pauvres ou extrêmes pauvres et doivent être pris en compte, en charge. Les privilégiés de les privilégiés, voilà. Lorsqu'il faut travailler sur les agents de santé pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un est identifié comme privilégié de la République et qu'il faut le tourner, le négliger lorsqu'il vient dans un centre de santé. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'elle parlait, je souris parce que moi je suis agent de l'État, je suis détenteur de la prise en charge de l'État. Oui. Et des fois ce n'est pas toujours facile à utiliser. Bien que l'agent de santé sache que je suis un agent de l'État comme lui, et des fois on a tendance à vous dire vous voilà qui profitez des choses. Et donc il faut travailler sur le capital humain et sur les agents de santé pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes agents de l'État au service des autres. Et au service des autres, c'est sans distinction aucune. D'accord. Autre chose, lorsque nous prenons les GUF, il y en a, c'est vrai. Mais il y a plein de citoyens qui ne savent même pas qu'ils peuvent aller se faire servir. À ce niveau, il faut communiquer, il faut partager l'information, il faut descendre dans les hameaux. Autre chose, l'eau, l'électricité. Je ne vais pas me prononcer sur microcrédit, puisque c'est des choses qui sont déjà mises en place, mais leur impact dans la société, ça va jusqu'à quel niveau? Je peux dire, avant de donner le microcrédit, est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner une petite formation même aux gens? Puisque, excusez, il y a des femmes qui prennent ça pour aller gérer les caprices de leurs époux. Dans les milieux reculés, l'époux a peut-être 4 ou 5 femmes ou plus, il ne donne rien, puis la femme a eu la chance de bénéficier de microcrédit. Elle peut être tentée de... Est-ce qu'il n'y a même pas à donner une petite formation de base aux gens avant de leur donner l'argent? D'accord. L'alphabétisation, ça fait aussi partie des besoins de la population. Il y a plein de gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont d'une manière ou d'une autre, de ce fait, exclus de certaines choses de la... Très bien. Est-ce qu'il ne faut pas étendre jusqu'à ce niveau? C'est quelques idées que je jette comme ça pour voir dans quelle mesure le ministère des Affaires sociales peut améliorer ses prestations à partir de ces quelques idées. Et comme vous pouvez le voir, Madame Akpado Acharo est très assidue, elle note bien. Monsieur Gandaro, voilà, comment on fait pour davantage renforcer la protection sociale? Cette année-ci, la communauté internationale a pensé qu'il faudrait surmonter les obstacles et libérer les opportunités pour une justice sociale. C'est sous ce prisme-là que la question est abordée cette année-ci. Et parlant d'obstacles,
il faut vraiment tenir compte, encore une fois, des difficultés d'accès physique, des difficultés d'accès à l'information et déjà du niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire économique. Et l'autre question, l'autre obstacle qui ne devrait pas être mais qui est lié aux ressources humaines, à la dotation en ressources humaines qui rendent disponibles en fait les services publics, c'est justement ce que monsieur tout à l'heure relevait. L'état d'âme, l'état d'esprit des préposés de services publics. Croyez-moi, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Les gens ne comprennent pas en réalité que du privilège qu'ils ont à porter le service public pour donner corps et vie à notre solidarité collective à travers nos contributions, c'est-à-dire à l'assiette fiscale. Ils ne comprennent pas la délicatesse qu'il y a dans ce portage de responsabilité au niveau infra et de tout ce que vous nous exposez comme mesures prises. Et c'est là qu'il nous faut un espace de discussion et de dialogue. Vous insistez là-dessus. Vous n'avez pas idée. Madame Akwado a dit qu'il y a des espaces. Vous n'avez pas idée du gap, c'est-à-dire la pratique de tout ce que vous avez fini d'élaborer, de mettre en route. La pratique sur le terrain n'a rien à voir. Trahit tout. La réalité est souvent... Ça trahit tout. Et c'est la remontée de perception et le dialogue amélioratif. Nous n'avons pas besoin en réalité que des sanctions radicales soient prises contre les proposés de services publics. Genre qu'on radie, qu'on fait ci, qu'on fasse ci. Nous voulons juste qu'on définisse des outils, des éléments d'interaction. Vous savez, nous, en droit de l'homme, nous disons souvent qu'un droit social qui n'est pas objet de réclamation, un droit social dont la réclamation, le recours n'est pas garanti, est un droit mort-né. Lorsque le titulaire de droit n'est pas armé, n'est pas outillé pour avoir des espaces de réclamation, de dialogue, si les porteurs de cause qui répondent à des titulaires de droit ne sont pas en situation en réalité de mettre une pression positive sur ceux qui vous représentent dans des endroits où vous n'avez certainement pas la vue depuis Cotonou, c'est-à-dire vous aurez exposé le droit, quoique l'ayant, c'est-à-dire liquidé, quoique l'ayant rendu disponible, vous aurez vraiment, c'est-à-dire exposé le droit. Et ça, c'est pourquoi justement ces obstacles-là, encore une fois, je reste dans la logique, c'est-à-dire du thème de cette année, il faut qu'on puisse surmonter les obstacles. Parce que tout ce que vous avez exposé sont des opportunités, mais qui sont enchaînées. Enchaînées par ces obstacles-là. Et il faut qu'on puisse surmonter les obstacles pour libérer toutes ces bonnes opportunités afin que la justice sociale soit. Très bien. Le temps, il passe très vite. Nous sommes déjà à la fin de ce débat. Madame Akwado, on va vous donner la possibilité de faire un récap et de donner des réponses. Quelques éléments de réponse. Oui. Déjà, par rapport aux préoccupations de M. Kodjo, les microcrédits ne sont pratiquement jamais mis en place sans en amont l'éducation financière. C'est des modules qui ont vraiment été élaborés et ces éducations financières sont faites soit en collaboration avec les guichets uniques de protection sociale par les SFD, les structures financières de microcrédit qui mettent décentralisées, qui mettent en place. Donc, ils ont l'obligation de faire la formation en éducation financière aux bénéficiaires, mais après la mise en place du microcrédit, il y a un suivi. Il y a un suivi pour s'assurer effectivement que ça sert à ce à quoi c'est destiné. Parce que la personne ne va pas rester tout le temps dans la posture de demander. On veut quitter l'assistanat pour l'autonomisation. En matière de rapprocher les prestations des guichets uniques des communautés vraiment les plus vulnérables, j'en ai parlé à l'entame, mais nous organisons, les guichets uniques de protection sociale organisent aussi ce que nous appelons des stratégies avancées qui leur permettent de faire des consultations sociales dans les communautés même. Donc on n'attend pas forcément que l'usager se déplace vers le centre social. Au niveau des centres de santé... Ces guichets ont besoin de moyens. Ces guichets ont besoin de moyens. Ces guichets ont besoin de moyens et nous en sommes conscients. Oui, renforcer leurs moyens. Monsieur Gandaro, vous serez d'accord avec moi qu'il y a quelques années en arrière, les guichets uniques de protection sociale, anciennement appelés centres de promotion sociale, n'ont pas le même personnel qu'aujourd'hui et même le budget a été augmenté. Le budget des CPS a connu une augmentation, mais nous sommes d'accord que pour l'instant, on ne prend pas vraiment en compte
tout ce qu'il faut, mais c'est progressivement qu'on évolue. Et c'est mis en place quand au cours de l'année? C'est progressivement qu'on évolue. Le social commence en janvier, finit en décembre. C'est mis en place quand au cours de l'année? C'est progressivement qu'on évolue. Je sais, et vous me comprenez aussi que nous faisons beaucoup d'efforts d'amélioration. Voilà. Pour les questions d'accueil au niveau du service public, le gouvernement s'évertue quand même à mettre en place différents mécanismes de plainte pour permettre à tout citoyen lambda de pouvoir remonter ces difficultés-là. Au niveau des centres de santé, il y a même des points focaux qui ont été mis en place après formation de tout le personnel sur l'accueil justement de ces privilégiés de l'État. Au départ, c'était pauvre extrême, mais nous, on le trouvait péjoratif parce que la vulnérabilité, personne ne choisit de rester dans la précarité. D'accord. Très bien. Merci à vous. C'est un débat, en tout cas, très enrichissant. Monsieur Gandaro, votre espace, vous l'aurez. En tout cas, Madame Akpado est là. Les échanges se poursuivront et vous verrez dans quelle mesure il faut mettre tout cela en œuvre. On est d'accord, en tout cas, sur ce plateau, que beaucoup de choses se font. Vous demandez juste à ce qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des moments d'échange, des plateformes d'échange pour que les réalités que vous voyez sur le terrain soient reversées, n'est-ce pas, à l'autorité pour que les résultats attendus, n'est-ce pas, soient vraiment constatés effectifs. Merci à vous, Monsieur Kodjo Relin, merci. Ramel Gandaro, merci. Je ne dirais pas Madame Gandaro, mais Madame Akpado. Merci d'être passé sur le plateau. Allez, vous connaissez la localisation GPS Made in Bénin? Vous en avez entendu déjà parler, oui ou non? Non, pas du tout. Désormais, il ne s'agira plus si, j'en ai entendu parler. Vous en avez entendu parler, non? Et ça indique exactement comment on le fait de façon... Vous êtes très actuel, vous. Monsieur Gandaro, vous aussi, n'est-ce pas? Allez, merci. Le génie créateur béninois, une fois encore, fait parler de lui. On va donc recevoir le créateur de la localisation GPS locale. On en parle juste après une virgule publicitaire. Plus besoin de se perdre, on va dire, dans des adresses compliquées. Et oui, c'est un système de navigation qui vous propose des indications locales. Elles sont précises et vous ne vous perdez plus du tout. Et qui c'est qui l'a inventé? C'est bien entendu Hamid Petre. Bonjour Hamid. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous êtes le créateur de la localisation GPS locale. Bravo déjà. Merci. Pour cette grosse invention qui fait parler d'elle depuis quelques jours déjà. On le sait, le Bénin regorge de pas mal de talents et vous en êtes d'ailleurs la preuve. Parlez-nous un peu de cette invention. D'où est venue l'idée de créer une localisation Made in Bénin? Déjà qu'avec Google, c'est pas tout le monde qui se retrouve. Hein? Parlez-nous un peu. Comment est venue cette idée? Comme vous venez de le dire, avec les applications de géolocalisation classiques, tout le monde ne se retrouve pas. Il y a d'abord le fait que il faut comprendre le français, il faut savoir lire pour lire la carte, et aussi ceux qui ne sont pas trop techniques, outils digitaux, ils ne peuvent pas aussi s'en sortir facilement. L'idée est venue en réalité d'un constat et même a été accélérée par plusieurs posts que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Le premier post, en fait, était un frère, un compatriote béninois qui vit en France et qui fait la navette, qui descend souvent au Bénin. Et vous savez, en Europe, dans les pays occidentaux et autres, le GPS, les géolocalisations sont très développées là-bas. Et donc, c'est très facile d'utiliser ces outils-là pour s'orienter, pour demander un taxi, etc. Donc, ça fait que quand il vient au Bénin, étant habitué à ce mode de fonctionnement ailleurs, quand il vient au Bénin, il a du mal, n'est-ce pas, à communiquer ce genre de choses à un étudiant. Il a du mal à s'adapter ici. À s'adapter, donc.
bon, il s'adapte, mais c'est qu'il a quand même ce constat-là que voilà, les étudiants ne maîtrisent pas forcément. Donc, bon, quand j'ai vu le poste, je me suis dit, ok, bon, comment est-ce qu'il faut apporter une solution à ça? Est-ce qu'il faut commencer à former tous les étudiants du Bénin, du Cotonou à Parakou? Bon, j'ai commencé à un peu trotter l'idée dans ma tête. Et le deuxième poste qui a fait un tic dans ma tête, c'est un poste d'un autre compatriote qui vit en France actuellement et qui a fait un parallèle un peu moqueur, d'accord, pour faire rire ses abonnés, et qui disait, voilà, en France, pour indiquer une route, on dit rue 77. Mais au Bénin, on va commencer à dire, voilà, tout le prenez à droite, après la maison de Mathieu Kérékou, vous verrez... une vendeuse de bouillie à gauche, tournez dans la deuxième fois à droite. Donc, l'intention, c'est d'amuser un peu la galerie. Mais moi, j'ai vu une opportunité derrière. L'agronome informatique que vous êtes a tout de suite vu des solutions parce que il faut simplifier, il faut faciliter la vie aux gens. Bien sûr. Donc, je me suis dit, OK, voilà le mode d'indication qu'il a décrit, bien sûr, dans un ton au cœur. Mais moi, je me dis, OK, pourquoi ne pas faire en sorte que la technologie puisse s'adapter à l'homme pour réellement le servir, s'adapter à nous pour nous parler notre langage et pour réellement nous servir, au lieu de laisser la technologie nous faire passer pour des paysans ou bien des gens qui ne maîtrisent rien. C'est de là qu'est née donc l'idée de cette application de géolocalisation locale qui, tout simplement, en réalité, donne une indication comment le faire chez nous. Dans notre référentiel. À savoir, au lieu de dire à 500 mètres, tournez à gauche, non, il dit comptez 3 vents sur la droite et tournez dans le 4e vent. D'accord. Tout simplement. C'est là en fait, il utilise notre langage, quoi. Exactement. Il s'adapte à nous. Exactement, c'est ça. Et en réalité, ça fait partie d'une démarche qui a été la mienne depuis quelques années, depuis 5 ans au moins déjà, où j'ai décidé de promouvoir le local, dans toutes ses formes. Les produits locaux, les tenues locales, la culture locale même, vous voyez, la spiritualité. En tout cas, j'ai commencé à faire ce genre de combat et l'application GPS locale n'est que l'expression numérique de cela. D'accord. Alors, un rectificatif, en fait, vous êtes agronome. De l'agronomie à l'informatique, on se dit finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, vous êtes un autodidacte. Exactement. En réalité, c'est un peu ça, hein, la force de la passion. Je suis effectivement agronome de formation. J'ai fréquenté l'école d'agronomie de Djougou à l'université de Parakou. Ah, d'accord. Et donc, je suis diplômé, j'ai la licence professionnelle en agronomie. J'ai soutenu en 2017. Mais pendant même le cursus de l'agronomie, les 3 ans de licence de l'agronomie, déjà à la 2e année, j'ai acquis ma première tablette avec ma bourse que j'ai eue d'ailleurs avec l'agronomie. Et automatiquement, j'ai commencé en fait à développer des aptitudes, un goût très prononcé en fait à tout ce qui est l'informatique. Donc, même étant sur les bancs de l'agronomie, je commençais déjà à créer mes petits logiciels. Un exemple pour faire rire. En agronomie, on a une constante qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qu'on utilise pour calculer, pour savoir si un animal en production animale est apte à aller à l'abattoire, comme les porcs ou bien les moutons, les vaches, les bœufs. Et donc, c'est un indice qu'on calcule sur la base du poids et de la taille. Donc, quand on nous a appris cela sur les bancs, je me suis dit, OK, je vais créer un logiciel qui va permettre de faire cela automatiquement. Et j'ai créé l'application et on met juste la taille. Ça a donc démarré il y a longtemps. Exactement, en fait, c'est une passion. C'est une passion réellement. Et donc après la soutenance, bon, j'ai viré totalement parce que je me disais que c'est Et aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport comment ça fonctionne? C'est déjà opérationnel, hein? Le GPS local. Le GPS local. L'application, c'est totalement fonctionnel. D'accord. En réalité, quand j'ai lancé, après, quand j'ai eu l'idée, je me suis mis tout de suite dans le codage, dans la programmation. Et après un bout de travail, un bout de temps de travail, je suis arrivé à un produit, à une version qui est fonctionnelle. Donc pour tester cela, parce que
Effectivement, je ne peux pas être chez moi uniquement et faire tous les tests de Parakou à Cotonou, ainsi de suite. Donc, forcément, il fallait que les gens puissent tester de chez eux afin que je puisse avoir des retours. Pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment, s'il y a quelque chose à adapter, à ajuster et tout ça. Donc, c'est les tests que j'ai lancés il y a, disons, 5 ou 6 jours. Et voilà. Et quels sont les retours que vous avez? Les retours sont tellement positifs que moi-même, je ne m'en reviens pas. D'accord. Vous étiez épaté? J'étais épaté parce que je n'avais pas, en fait, idée de cette dimension que les gens allaient en fait approuver la chose, et ça montre réellement que c'est un besoin réel qui a été adressé et a été résolu. Et maintenant vous avez besoin de quoi? C'est le lieu de lancer des appels, Hamid Petri. En réalité, pour ce genre de choses, et je reviens un peu sur les tests là. Après cette phase de test, je reçois les retours, je corrige ce qui a corrigé et puis je lance les applications. Pour l'instant, l'application est disponible en version site web, qu'on peut aller tester dessus sur www.gps-local.com. Et dès que j'ai les retours, je fais les corrections et je crée les applications pour iPhone, pour Android, ainsi de suite. Et ça va sur les stores. Et les gens pourront télécharger ça. Derrière cela, l'algorithme qui crée les indications là, qui génère les indications, se repose sur des infrastructures, sur des serveurs. Et là, c'est là que ça va commencer à demander en fait des moyens techniques, financiers pour prendre en charge tout ce genre de requêtes. Parce que dites-vous, aujourd'hui, on est à plus de 7000 requêtes, 7000 indications générées, rien qu'à Cotonou aujourd'hui. Et c'est que ce soit à Cotonou, Parakou, Kandi, ainsi de suite, c'est partout dans le Et Hamid Petri a-t-il des soutiens déjà derrière, des gens qui veulent bien t'aider à porter ce projet? J'ai mes proches d'habitude qui me font des suggestions, des apports. En termes de soutien financier, soutien matériel, il n'y en a pas encore, mais je me repose sur mes propres ressources pour l'instant. Pour évoluer. Donc, il n'y a pas de souci, tout soutien, quel qu'il soit. Un appel à lancer à qui de droit, par exemple? Il y a le ministère du numérique, un appel à lancer très rapidement? Oui, le ministère du numérique est vraiment concerné par cela, parce que c'est quelque chose qui apporte une réelle innovation dans le domaine du numérique, qui fait en sorte qu'on puisse avoir que le Bénin est un pays de talent, un pays d'innovation technologique. Donc, le ministère a toute raison de chercher à m'accompagner sur ce projet-là. Donc, je serais ravi d'avoir ces accompagnements-là. Hamid Petri, on est fiers de vous, est-ce que vous le savez? Ne lâchez pas, continuez, d'accord? On vous soutiendra jusqu'au bout. J'espère que cet appel ira vers qui de droit. En tout cas, nous vous le souhaitons. On a désormais la possibilité d'avoir notre localisation à nous. C'est tellement ingénieux, c'est tellement bien vu en fait. Et cela nous ressemble, c'est dans notre langage, c'est simple. Même le paysan de Tchaourou, de Banikwara a la possibilité d'y accéder. Merci Hamid Petri. Avant de finir, rapidement, c'est déjà fini. Oui, il y a quelque chose de très important, et c'est tellement ça va de soi que j'en ai oublié. Il y a le principe des langues locales. D'accord. Parce que ces indications qui sont générées, tournées à gauche, à droite, et ainsi de suite, troisième voie à gauche, il faut que ça puisse être généré dans des langues locales. Donc, très bientôt, je vais lancer cette fonctionnalité-là, où ça va générer des voices, des audios, et dire ça dans langue locale, Fongoun, Dendi, Zarma, ainsi de suite. Mais bien, on va des choses comme cela. Pour que Exactement. Merci Hamid Petri, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui. Bon courage, on vous soutient, toute la nation béninoise vous soutient. Merci et vivement beaucoup. Que tout cela prenne corps très très bientôt. Merci. Et vous, chers Lève-Tôt, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain, toujours sur 5 sur 7 matin, 7h, 9h.